avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Constance. Vous la connaissez peut-être si vous écoutez son podcast « Les enfants vont bien ». Un podcast qui traite notamment d'homoparentalité et qui vise à donner de la visibilité à toutes ces familles qui sortent un petit peu du carcan de l'hétéronormativité et du cocon familial classique tel qu'on le connaît, hétérosexuel. Et c'est vraiment un moment d'échange très intéressant que j'ai pu avoir avec elle pour plusieurs raisons. Le premier, c'est que moi, je ne connais pas du tout le chemin à parcourir pour devenir parent quand on est dans un couple lesbien, ce qui est le cas de Constance. Et c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Je précise quand même que son aventure se situe avant l'évolution de la loi bioéthique sur la PMA pour toutes. Voilà, ça c'est quelque chose qui me paraît important de signaler, même si on va le rappeler dans l'épisode. L'autre point qui est pour moi aussi très intéressant, c'est qu'en fait, avec sa femme, elles ont 4 enfants. Vous allez me dire, ok, il y a plein de parents qui ont 4 enfants. Ouais, mais en fait, elles ont eu un enfant et des triplés. Et ça, j'avoue que je me dis, waouh, mon Dieu, mais quel choc ça doit être. Et justement, Constance va pouvoir nous raconter toute cette folle aventure entre les process de l'époque et justement cette arrivée de 3 enfants d'un coup qui va créer une grande fratrie. J'ai passé un excellent moment à discuter avec Constance dans mon jardin. D'ailleurs, je pense que vous entendrez peut-être des bruits d'oiseaux ou peut-être de voitures qui sont justement les bruits de mon jardin. J'espère que ça vous permettra d'être un petit peu plus avec nous. Je remercie beaucoup Constance pour ce temps passé ensemble. N'hésitez pas si jamais vous souhaitez réagir, s'il y a des questions peut-être par rapport au sujet que nous allons aborder, vous n'hésitez pas à me les poser via l'outil SpeakPipe par exemple, que je vous laisserai le lien en description. Et avec Constance, nous prendrons le temps éventuellement d'y répondre. Je vous laisse maintenant découvrir cet épisode en laissant la parole à Constance qui va se présenter et aussi nous parler de ses autres activités. Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors moi je suis Constance, j'ai 40 ans, je suis maman de 4 petites filles et je suis aussi la créatrice et l'hôte du podcast Les enfants vont bien. Dans la vie professionnelle, on va dire, je suis doula, donc j'accompagne les familles dans l'accès à la parentalité au global et même dès les premières règles des jeunes filles. Ah ouais, ça démarre si tôt que ça. Ça démarre très tôt en fait. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que j'étais assez bluffée de me rendre compte que la femme ne connaissait pas son cycle. Et ça vient d'où ? Ça vient du fait qu'il n'y a pas assez d'informations dans les écoles. Les parents ont du mal à aborder ces thèmes-là. Donc je pense que c'est plutôt facile de refiler un petit peu le bébé. Et comment éviter des drames, entre guillemets, en informant. Donc en informant les jeunes filles et les jeunes hommes de leur fertilité, notamment. Et c'est vrai que moi, tu vois, je me dis, mais je me souviens qu'on avait des cours d'éducation sexuelle. Alors il n'y en avait pas 15 000, mais on en avait 2 ou 3 en 4e, où on nous expliquait quand même un peu comment tout fonctionnait. Moi, ça m'avait marqué à l'époque, j'avais bien retenu tout ça, mais en fait, je me rends compte que soit il n'y a plus les cours, soit les gens ne comprennent plus comment fonctionnent les cycles, je ne sais pas. Ouais, puis il y a plein de choses qui passent au-dessus, notamment parce que c'est pas fait pour marquer, tu vois aussi. Ouais, c'est Après, moi, maintenant, je préfère appeler ça des cours de... Moi, j'ai eu des cours de reproduction sexuelle. Ah oui, d'accord, non, moi, c'était pas ça. Tu vois c'est-à-dire qu'en fait, le seul abord de la sexualité que j'ai eu, c'était pour la reproduction, en fait. Moi, je n'avais pas les clitoris. Ah oui, mais non, moi non plus, par contre. Voilà. Non, c'était très lisse. Et je regrette très vivement de ne pas avoir eu d'événements marquants, comme par exemple pour les règles, d'avoir eu, tu vois, je sais pas, un utérus géant ou même, tu vois, petit. Enfin, on est capable de disséquer des grenouilles, mais on n'arrive pas à fournir du faux sang et un faux utérus aux enfants. Enfin, tu vois, je trouve ça un peu dommage parce que je pense que ça m'aurait beaucoup plus marqué. Et tu vois, j'aurais peut-être pas trouvé. Justement, j'aurais peut-être eu un rapport aux règles, moi en tant que mec, différent. Oui, tu vois, d'avoir eu du faux sang sur les mains et de me dire, bon, en fait, c'est pas sale, tu vois. Ouais, c'est ça. Et c'est OK. Et ça aurait désacralisé un peu ce truc qui est considéré effectivement par les mecs comme sale et du coup, par défaut, par les jeunes filles comme sale. Ouais. Tu vois ? Et ça aurait été plus simple, même dans le rapport au corps. Et donc, tu as 4 filles. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment t'es venu ce désir d'enfant déjà et ensuite, comment sont arrivées tes filles ? Alors le désir d'enfant, en fait, il a toujours été présent chez moi et j'ai toujours été fascinée, alors pas tant par les enfants, mais par les femmes enceintes. Ce qui va très bien dans le sens de mon nouveau métier. Depuis toute petite, vraiment, le premier souvenir que j'ai, c'était vraiment de coller des femmes enceintes au parc et les bébés. Enfin, j'étais très, très, très passionnée. Je sais même pas comment te dire, mais fascinée. Vraiment la fascination. Et donc, pour moi, tout de suite, j'ai su que j'avais envie d'avoir des enfants. Et quand j'étais petite, je disais tout le temps que je voulais 20 enfants. Tu vois, enfin, le truc
du délire un peu. 20 enfants, ça fait beaucoup. Je me rendais pas trop compte, je crois, de la parentalité. À côté de ça, moi, je suis une fratrie de 4 enfants. J'ai 3 sœurs. Et j'ai un lien très, 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 très proche avec mes sœurs. Très certainement parce qu'on n'a pas vécu dans une famille très aimante et qu'on s'est un peu, nous tous, tu vois, c'était la fusion pour la survie, presque, j'ai envie de dire. Ouais. Et j'ai assez rapidement compris que j'aurais besoin de construire ma famille tout simplement pour me sentir aimée par les miens. Et donc, assez rapidement, quand j'ai commencé à réfléchir à construire une famille, j'avais la toute petite vingtaine. Et il s'avère que je suis dans un contexte familial qui ne facilite pas la conception des enfants, puisque je suis en couple avec une femme. Qu'à l'époque, je savais que je serais en couple avec des femmes, mais je n'étais pas encore avec ma femme. Et à l'époque aussi, concevoir un bébé dans ce type de parentalité-là, c'était de l'ordre de la légende urbaine, en fait. On est en quelle année quand tu commences à réfléchir à ça ? Ouais. 98, 99 ? Ouais, donc la France est championne du monde de foot, mais pas encore de ah non, pas de conception en pas PMA. Encore de PMA. Et puis socialement, c'était encore compliqué à ce moment-là, la relation lesbienne, le fait d'avoir des enfants en couple. Oui, alors la relation lesbienne en elle-même était relativement cachée. D'accord. Je dirais. Il y avait des bars un peu, tu sais, tu avais l'impression d'être dans la prohibition. Tu avais des bars lesbiens où tu te rendais pour rencontrer des gens parce qu'il n'y avait pas encore d'internet et de réseaux sociaux non plus. Enfin, c'était tout frais, quoi. Et du coup, on était plutôt concentrés sur le fait d'arriver à vivre notre relation de couple que sur le fait de concevoir des enfants. Du coup, dans ce cadre-là, tu réfléchis pas parentalité. Enfin, en fait, moi, j'avais la conviction que je trouverais un moyen de faire des enfants. Je ne sais pas lequel. J'aurais trouvé, quel que soit le moyen, j'aurais fini par trouver. Mais à l'époque, avoir un accès PMA, ça me paraissait impossible. Enfin, c'était inimaginable. 99, il ne faut pas oublier que la PMA pour toutes n'était pas ouverte en Belgique, n'était, je crois, pas ouverte en Espagne. Enfin, c'était ouvert nulle part, en fait. Ouais, c'était encore un gros tabou. Mine de rien, c'était il y a 23 ans, quoi. Ouais, c'est ça. T'imagines ? Ça fait mal, hein. C'est rude. T'étais déjà à Bordeaux ? J'étais déjà à Bordeaux, ouais. Donc tu sortais à la Grande Pollux, alors ? Je sortais à la Grande Pollux, exact. Putain, moi aussi, dis donc. C'est vrai ? Ouais, ça se trouve, j'ai croisé. Tout le temps. Ah, mais j'y étais tous les week-ends. Excellent. Ah, moi, j'y étais pas tous les week-ends, mais ouais. J'ai toujours, j'ouvre une parenthèse qui n'a rien à voir, mais j'ai toujours trouvé, en tout cas à la Grande Pollux, et d'autres amis m'expliqueront que c'est dans la plupart des bars gays lesbiens, en tout cas à l'époque, qu'il y avait un détachement total, tu vois, justement sur les rapports de séduction hétérosexuelle. Moi, je suis en tant que mec, déjà, j'ai découvert ce que c'était que de se faire draguer. Oui. Par des mecs. Ouais, j'imagine. Et parfois de manière assez insistante, et franchement c'est très cool. Et en fait il y a cette espèce de, je sais pas pourquoi il y avait cette espèce de il y avait plus l'injonction. Alors je sais pas si c'est peut-être maladroit ce que je veux dire, mais moi en tout cas je vivais ça comme, j'avais plus cette injonction d'hétérosexualité, tu vois. J'étais dans un milieu où les normes étaient beaucoup plus éclatées en fait, alors que en boîte hétéro, je me fixais vraiment comme objectif, tu vois, de réussir à draguer quelqu'un, tu vois, alors que là en fait je m'en foutais. Oui, complètement. Je venais juste kiffer et c'était vraiment génial, quoi. Et moi, à la Grande Pollux, j'ai passé des soirées c'était le bon temps, hein. C'est quand ils ont fermé. Ça fait mal, hein. Ouais, c'est ça. Ça fait mal. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai arrêté d'aller en boîte, hein. Ouais, oui, moi je crois que c'est à peu près ça, parce que c'est le seul endroit où j'allais. Bon, j'allais pas beaucoup en boîte, mais c'est à peu près le seul endroit où j'allais. Voilà, ça c'était pour la petite partie anecdote bordelaise sortie la nuit. Et donc, à quel moment tu commences à concrétiser un peu ce désir que tu avais ? Comment ça se passe ? À quel moment je commence à le concrétiser ? Assez tard finalement, parce que quand on se lance réellement dans un parcours PMA, on est en 2010. On en parle en 2010. On a lancé le projet fin 2010, début 2011. Et on fait notre première tentative en novembre 2011. Donc ça a été relativement rapide en fait, hein, finalement, entre la décision et la première tentative. Après la maturation, on va dire, du projet, c'est pas tant pour moi qu'elle a été longue, parce que pour moi la parentalité, l'accès à la parentalité, c'était une évidence. Je serai maman un jour. Par contre, pour ma femme, le fait d'acter qu'elle était lesbienne, forcément ça l'a coupé de la parentalité, parce qu'à l'époque c'était ça en fait, c'était soit j'admets que je suis lesbienne et je sors avec une femme, et dans ce cas-là je fais une croix sur la parentalité, soit
je ne sors pas avec des femmes, je sors avec un homme, et là, je peux accéder à la parentalité. Donc, tu faisais un vrai choix, en fait, de vie. Et elle n'avait pas du tout cette ambition-là, tu vois, de devenir maman à tout prix. Là où moi, je pense que j'aurais été capable de passer par... De renoncer à énormément de choses pour arriver à devenir maman. Ah ouais, c'est fort ça. Et comment vous avez trouvé un terrain d'entente du coup? Comment s'est passé un peu ce cheminement? Elle était... déjà, elle savait que... En fait, je la connais depuis très longtemps, ma femme. Je la connais depuis que j'ai 17 ans. On s'est rencontrés au lycée. Okay. On n'est pas sortis au lycée ensemble tout de suite. Enfin, si, mais bon... bref, des amours de lycée, quoi. Et on s'est réellement mis ensemble. On avait 25 ans. Et entre-temps, on est restés très proches. On était meilleurs amis, quoi. Tu vois, on était vraiment très proches. Donc, on discutait de tout en tant que meilleurs amis, notamment de la parentalité. Et pour moi, elle savait que ça me tenait énormément à cœur. Donc, quand on est réellement sortis ensemble, elle savait, entre guillemets, qu'elle y couperait pas. Tu vois, c'était... si elle voulait que ça fonctionne entre nous, elle pouvait pas me faire renoncer à ça. C'était pas possible. Et elle savait que dans de précédentes relations, c'est ce qui avait mis un terme à mes relations, parce que s'il y avait pas de désir d'enfant, moi je voyais pas l'intérêt de construire, en fait. Tu vois, je sais pas si tout le monde fonctionne comme ça, mais c'était vraiment un objectif pour moi de devenir mère. Et du coup, ce qu'il lui a fallu à elle, vraiment, c'était d'arriver à stabiliser son environnement professionnel, comme à moi d'ailleurs, parce qu'on avait conscience quand même qu'il fallait qu'on puisse accueillir cet enfant, et puis qu'il fallait aussi qu'on puisse le concevoir. Et c'est un coût de concevoir un enfant pour un couple lesbien en France en 2010. Ça a presque toujours un coût encore aujourd'hui, mais ça avance. C'est un coût de combien à ce moment-là? Alors en fait, ça va dépendre de plein de choses. Nous, on a eu de la chance parce qu'en fait, à force de recherche, j'ai fini par trouver un hôpital public en Belgique qui facturait pas très cher. On était autour de 400 € la tentative d'insémination artificielle, et c'était autour de 5 000 € une FIV. Donc 400 €, ça se fait. 5 000 €, ça se fait moins déjà, tu vois. C'est à même pas 30 ans, tu réfléchis un peu à tout ça. Et puis bon, au-delà du coût, du geste, de l'acte en fait, t'as tout le transport, l'organisation du déplacement, l'organisation du logement sur place, tous les rendez-vous médicaux avant, après, et puis tout ce qui en France n'était pas couvert non plus et pris en charge puisque c'était illégal à l'époque. Mais pour le coup, une fois que c'était fait, une fois que tu étais enceinte, t'étais quand même... tu rentrais dans le régime... Exactement. Une fois que tu es enceinte, exactement. Une fois que tu es enceinte, quoi. Je veux dire, ils vont pas chercher à savoir comment tu es tombée enceinte. C'est ça. Non, mais tu vois, alors, d'un côté, c'est très bien. De l'autre côté, c'était un peu hypocrite. Ah, mais complètement. Mais c'est comme la CAF qui considère qui en 2011 considérait Aude, ma femme, comme partie intégrante au foyer, et donc qui considérait que c'était un deuxième parent. Ah oui. Ce qui veut dire que, en soi, tu vois, de toute manière, je n'aurais pas prétendu à l'allocation mère isolée, mais en vrai, si on avait suivi la logique de l'État français, j'avais droit à cette allocation mère isolée, puisque j'ai pas de conjoint dans mon foyer, puisque mon conjoint n'est pas reconnu. Tu vois ? Mais en 2011, la CAF, eux, très bien, ils savaient que c'était bon, c'était acté. Ils savaient ça, mais légalement... Légalement, Aude n'avait aucun droit. Et ouais, c'est ça. En fait, ma grande est née en... Donc on a eu de la chance parce que notre première tentative a fonctionné. Donc ça ne nous a pas coûté très très cher, même si c'est toujours trop cher quand on sait que l'accès à la parentalité est gratuit pour la plupart des gens. Non mais tout à fait. Et Juliette est née en août 2012. Et en août 2012, l'élection de François Hollande a eu lieu en mai 2012, avec la promesse qu'il avait faite de légaliser le mariage pour toutes. Et d'ailleurs, je te dis pour toutes, mais non, c'était pour tous. Et normalement, l'ouverture de la PMA pour toutes. Donc on était relativement sereine sur l'avenir, même si y avait, ce n'était qu'une promesse, ça aurait pu ne pas être tenu, quoi. Ça a été tenu, à moitié, mais ça a été tenu. Donc Aude a pu, suite au vote de la loi sur le mariage pour tous, on s'est mariés. Et Aude a pu adopter notre enfant en 2014. Donc là, elle a été enfin reconnue mère. D'accord. Donc ça, c'est votre premier enfant ? Ouais. D'accord. Et le suivant ? Alors on a remis ça, parce que c'était cool d'avoir une fratrie et que moi, effectivement, comme je te le disais... donc c'est toi qui as porté ? Ouais, c'est moi qui ai porté la première. D'accord, vas-y. Et Aude m'avait dit,
Je me positionnerai après la première pour savoir si j'ai envie de porter ou pas un enfant. Selon comment se passe ta grossesse. C'était concrètement, c'était ça. Est-ce que t'en chies ou pas, tu vois. C'est ça. Vas-y, trace la route et on voit. Et ma grossesse c'est passé correctement, mais pas... C'était pas glorieux non plus. J'ai dû être alitée, enfin, tu vois, des bêtises, mais ça lui a pas donné envie. Enfin voilà, la première grossesse, ça l'avait pas motivée plus que ça. Elle m'a dit, bon, écoute, de toute manière, il y aura un troisième. Je réfléchirai à ce moment-là. Ah, vous saviez déjà qu'il allait avoir 3 enfants? Ouais, en fait, moi, après la première, j'étais bien arrêtée sur 3. Initialement, c'était 4. C'était pas 20? Non, tu vois, j'avais quand même revu mes prétentions. Donc, on est passé de 20 à 4. Et Aude, ce qui lui plaisait beaucoup dans notre fratrie de 4, justement, donc avec mes sœurs, c'est justement ce lien et cette sororité qu'il y avait, tu vois, cette fusion presque. Elle avait très envie de reproduire ça. Elle a un frère, elle n'avait pas du tout ce vécu-là avec son frère. Et elle a associé le fait qu'on soit 4 et probablement 4 filles au fait que... on n'a pas choisi le sexe de nos enfants, je précise quand même, parce qu'il y a des légendes urbaines qui traînent autour de ça. Mais non. Et elle a vraiment associé ça au fait qu'il y ait 4 enfants, en fait. Elle trouvait que c'était un chouette nom parce qu'il n'y avait pas de trio, ou tu vois, il n'y avait pas une personne, de duo avec en fait. pas d'exclusion. Donc on s'était dit oui, 3 possibles. Bon, honnêtement, quand tu commences à faire un deuxième parcours PMA avec une première, tu t'interroges quand même sur le fait de comment tu vas gérer un parcours PMA à l'étranger avec 2 enfants à faire garder, quoi. Sachant qu'un parcours PMA, tu maîtrises aucune date. Ouais. Puisque ça dépend de ton cycle, ça dépend des protocoles, ça dépend de plein de choses. Donc à la dernière minute, tu dois pouvoir prendre un avion ou la voiture en fonction d'où tu vas pour te rendre sur place. Donc ça veut dire que tu mets X personnes à contribution pour s'occuper de tes enfants que tu as déjà et souvent en bas âge, donc ça devient compliqué, quoi. Tu peux creuser un petit peu la parenthèse justement sur le parcours de PMA, parce que c'est vrai qu'on l'a à peine survolé. Oui, tout à fait. Pour le premier. Ah oui, il y a peut-être des choses que tu peux pas dire. Non, si, je peux tout dire. Bon. Il n'y a aucun problème. Parce que du coup, les problématiques, on a parlé de l'aspect financier, certes, mais du coup, comment ça se passait? T'as ton cycle, on t'appelle, faut que tu ailles tout de suite en Belgique? Comment ça... En fait, ce qui se passe, donc déjà avant le cycle où tu vas procréer, on va dire, tu dois t'y rendre plusieurs fois pour suivre, pour que eux découvrent ton histoire, mais surtout découvrent ton fonctionnement corporel pour cibler le bon moment, en fait, pour faire l'insémination artificielle. Et déjà, ça, en général, tu as au moins 2 rendez-vous gynéco, et en Belgique, tu as des rendez-vous psy aussi. Donc, je dirais que ça prend... tu peux le faire sur 2 mois différents. Entre ces 2 mois-là, tu as des examens à faire en France. Donc, ça dépend aussi des disponibilités de rendez-vous en France. Donc, ça peut étirer, en fait, les délais. Et une fois que tu t'y rends, en fait, c'est toi qui décides sur quel cycle tu vas commencer ton protocole. Donc, au début du cycle sur lequel tu as décidé d'agir, donc en général, c'est le plus rapidement possible, parce que souvent, quand tu commences à te lancer, tu veux faire un bébé rapidement. T'appelles, tu leur dis, voilà, aujourd'hui, je suis à mon jour 1, donc premier jour de règles, et en fonction de ton protocole, il y a des choses que tu dois faire au jour 3, au jour 4, au jour 5, au jour 6, des médicaments que tu dois commencer à prendre, parce qu'il y a stimulation. En Belgique, ça dépend des cliniques, mais souvent, tu as une stimulation plus ou moins importante et plus ou moins invasive aussi, puisque tu peux prendre des comprimés ou tu peux te piquer. Donc, c'est pas tout à fait la même démarche non plus, hein. Ce protocole-là, en fait, globalement, il diffère chez toutes les femmes jusqu'à un jour précis qui est, je crois, le jour 10, où là, tu commences pour tout le monde, à avoir un premier contrôle de l'évolution de tes follicules pour voir si la stimulation que tu as faite a été efficace ou pas, si on la continue pas, ou si on déclenche l'ovulation parce que t'es déjà arrivé à maturité, tu es déjà arrivé à maturité, ou si t'es très très loin de la maturité, donc on augmente les doses ou pas. Donc nous, écoute, comment te dire, j'ai eu une stimulation relativement faible par comprimé, donc j'avais 5 comprimés à prendre sur 5 jours, je crois du 3e au 8e jour, quelque chose comme ça. Le contrôle au 10e jour, et là, il m'annonce 17 follicules. Donc j'avais plus que bien réagi. Donc c'est beaucoup. C'est beaucoup, en fait moi, globalement, sur un cycle, tu produis quelques follicules, dont un qui arrive à maturité. Moi, j'en avais au moins 5 qui étaient à maturité au 10e jour, et j'en avais 12 derrière.
qui pouvaient arriver à maturité. Donc sur une stimulation faible, ils se sont un peu inquiétés en Belgique. Ils n'ont pas du tout vocation à concevoir des multiples. Donc ils m'ont dit, écoutez, c'est le premier cycle. Si vous voulez, on le tente, mais sachez que vous aurez des multiples. Donc bon, tu mènes la réflexion, tu te dis, ouais, bon, ça va, des multiples quand même, ça passe. Et il faut savoir que Aude avait un frère qui a des jumeaux en première naissance. Donc voilà. Donc nous, on s'est dit, oh, ça va, s'il y arrive, on va y arriver. Deux jumeaux, ça passe. Donc on fait cette première tentative qui fonctionne. Chance. Donc oui, pardon. Ce que je te précise pas, c'est qu'au 10e jour, donc j'avais des follicules à maturité. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont dit de déclencher l'ovulation. Et donc quand tu déclenches l'ovulation, tu dois être dans les 36 heures en Belgique. Comment tu déclenches l'ovulation ? C'est une injection. C'est une injection. Une injection qui déclenche l'ovulation dans dans 36 heures précisément. Ah ouais. Donc et il faut pas que tu arrives en Belgique, il faut pas que tu sois inséminé, pour eux en tout cas, après l'ovulation. Parce que pour eux, il y a beaucoup moins de chances de réussite dans la mesure où un ovule vit 12 heures. Donc au niveau de sa fertilité, c'est 12 heures. Là où les spermatozoïdes, eux, vivent 4 jours. Donc ils préfèrent t'inséminer en avance parce qu'ils savent que les spermatozoïdes vont vivre. Là où un ovule, si l'ovulation est déjà passée, la fenêtre de tir, elle est beaucoup plus courte. Et donc du coup, ils me disent 36 heures après qu'il fallait partir. Honnêtement, là, nous, on s'était dit, attends, il y a un protocole. À J10, premier contrôle. J12, deuxième contrôle. J14, troisième contrôle. Déclenchement de l'ovulation, on part. Non. Et alors là, on a dû trouver un billet d'avion en urgence pour être le lendemain sur place, prévenir nos employeurs. Enfin, plus exactement, ne pas les prévenir. Mais trouver une solution pour pouvoir s'absenter sans que ça se sache. Et on a fait très fort cette fois-là parce qu'on a réussi à partir un soir. Donc à l'époque, j'étais cadre dans la grande distribution. On est parti un mercredi soir, je crois. L'insémination avait lieu le jeudi matin. Donc mercredi soir, on a pris un avion pour monter à Lille parce qu'on n'a pas trouvé d'avion qui allait directement en Belgique. Et le jeudi matin, on a pris un train à 5h du matin pour aller de Lille jusqu'à Charleroi. Donc on était situé à Charleroi. Et on a eu l'insémination à 9h. À 10h, on était dans l'avion du retour. Et on est arrivé, on a loupé une demi-journée de boulot sur un statut cadre. Enfin, ça peut s'entendre en fait. Donc là, ça a été... je crois qu'on n'aurait jamais pu faire mieux en soi, sachant on s'est rendu en Belgique et pas en Espagne, tu vois, c'était assez dingue. Et cette première insémination, après 14 jours d'attente, s'avère être positive. On a un résultat de grossesse positif. Autant te dire que pour moi, c'était inconcevable d'avoir une première insémination avec une réussite parce que je présente des pathologies gynéco qui faisaient que clairement c'était compliqué d'une, et de deux parce que les statistiques vont pas dans notre sens. Sur de la PMA, les stats sur une insémination, elles sont bien moins bonnes que sur une conception naturelle. Je crois que c'est de l'ordre de 15% de taux de réussite, alors que sur une grossesse naturelle, enfin un bébé couette, c'est 25%. Bébé couette. Ouais. Un bébé couette. Ok. Donc tu vois, 15%, c'est une chance sur 6. Ouais. C'est finalement... et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils te disent que, en gros, ils estiment qu'une insémination... la moyenne, c'est 3 à 4 inséminations pour une réussite. Ouais, voilà. tout à fait. Et à 3-4, à 4, ils commencent à s'inquiéter et ils commencent à te parler de fièvre, en fait. Ok. Voilà. Donc ça, c'était pour la première grossesse. La première grossesse. Ouais. Merci d'avoir explicité tout ça. Je Et t'en donc, prie. ces problématiques reviennent Voilà, sur pour la deuxième grossesse, sauf que là, il y a un enfant à garder, quoi. Voilà, il y a un enfant à garder. On est en 2014 quand on décide de... En fait, on voulait pas trop d'écart avec entre nos enfants parce que il faut pas oublier... Enfin là, il fallait qu'on calcule tout dans le sens où on voulait potentiellement 3 à 4 enfants. Et il y a une limite d'âge en PMA que tu n'as pas forcément dans la vraie vie, même s'il y a une date de péremption, on va dire, que tu ne connais pas d'ailleurs. Mais en PMA, par contre, tu as une date de péremption qui est écrite. Donc tu sais qu'ils te prennent en charge jusqu'à 37 ans, je crois, en Belgique. Enfin, en tout cas, à l'époque, peut-être que maintenant ça a changé, pour une première grossesse. Et après, de mémoire, ils dépasse pas les 42 ans. Donc si tu veux 4 enfants, tu fais vite le calcul. Moi j'ai commencé à 30 ans, vous voulez 4 enfants, enfin puis 3. Il fallait pas plus de 3 ans d'écart entre les enfants. Sinon ça passait pas. Donc on se relance en 2014. En même temps, on était en plein parcours d'adoption pour Juliette, en étant un des premiers couples sur Bordeaux. Donc autant te dire que c'était relativement compliqué. Le tribunal savait même pas qu'on avait droit. On a rempli des dossiers pour de multiples adoptions différentes, en nous disant oui, on verra sur le moment ce qu'on vous accorde. Excellent.
Et du coup, là, on se lance. Le premier essai, on fait garder notre fille. Pareil, on part sur une insémination artificielle, toujours en Belgique. Là, il n'y a plus de problème de protocole. En fait, c'est relativement simple. Une fois que tu as eu un premier cycle, même avec réussite ou échec, peu importe, en fait, tu reprends le protocole comme s'il s'était passé un mois, le mois d'avant, tu vois. Donc, tu rappelles, tu dis « Bonjour, je voudrais refaire un bébé. » Très bien, c'est quand votre prochain cycle? Ok, nickel, tu n'as plus d'examen à faire, tout est bon, ça roule. Donc ça, c'était la partie super cool parce que ça t'évite de te redéplacer en Belgique pour refaire des examens. Donc à chaque fois, gérer la partie hôtel, avion et le coût qui va avec. Et on se déplace à 2, on fait un premier essai qui marche pas. Et là, forcément, tu vois, même si tu sais que sur le premier essai, ça marche pas, tu t'interroges parce que quand tu rentres dans un parcours de PMA, même si on te dit que les stats sont moins bonnes que sur un bébé couette, t'as l'impression de mettre quand même toutes les chances de ton côté. Parce que t'es monitoré, tu sais que tu vas pas louper la fenêtre de tir, en fait. Donc tu comprends pas bien quand ça fonctionne pas, même si, enfin voilà, c'est assez ambivalent comme. Et donc on se présente, première insémination, échec. Là je me souviens de toutes mes difficultés gynéco et je me dis mais si ça se trouve en fait Juliette, c'était un miracle en fait et j'aurais peut-être jamais d'autres enfants. Donc là tu sais, tu commences à te dire qu'il va peut-être falloir que tu fasses un deuil de grossesse quoi. Mais ce sera pas un deuil de parentalité puisqu'il y a toujours Aude, mais ce sera un deuil de grossesse. Et c'est vrai que ça c'est la chance qu'on a, c'est d'avoir un deuxième ventre en fait. Et une deuxième possibilité d'avoir des enfants d'une autre façon. Enfin, de la même façon, mais pas la même mère. Bon, on fait une deuxième tentative. Là, les prix des billets d'avion explosent. Donc, on se dit que Aude ne viendra pas. Donc, je pars toute seule. Faire cette deuxième tentative et rebelote, échec. Donc là, tu commences à bien ruminer, même si c'est normal au bout de la deuxième tentative, mais tu rumines. Et on fait une troisième tentative 4 mois après, parce qu'on n'avait plus les fonds, parce qu'il y a aussi ça, à un moment donné, tu es quand même limité par le coût de tout ça. Ouais. Donc on remet un peu de côté de l'argent et on se dit on fait une quatrième tentative, et surtout, une troisième tentative, pardon, et surtout, à ce moment-là, moi je me dis, on va pas s'acharner non plus. Si ça marche pas la troisième, je passe le relais. Parce que ça a un coût, et qu'à un moment donné, il faut pas s'acharner non plus, quoi. Moi, de ce que j'entends, c'est qu'il y a un coût financier qui comprend donc, comme tu le disais, la procédure en elle-même, et le déplacement, et l'hôtel, et le billet d'avion avec les coûts qui explosent. Ouais. Et ça aussi, d'après moi, ce que j'entends, ça a aussi un fort coût émotionnel, du coup, notamment quand ça fonctionne pas, parce que tu places énormément d'espoir, surtout après. Enfin, je m'autorise à penser qu'après une première fois, une première grossesse où tu as fait one shot et c'est transformé, tu vois, là ça. Tu dois te dire waouh, qu'est-ce qui se passe? J'imagine même pas toutes les questions qui doivent te passer par la tête en termes de fertilité, bien sûr, puisque tu as 30 ans passés avec les légendes urbaines qu'on connaît aussi, tu vois. Exactement. En effet, le coût n'est pas que financier, il est aussi émotionnellement très élevé. Voilà, et il est encore plus impactant émotionnellement parce qu'il est lié au coût financier. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais que potentiellement, tu vas peut-être ne pas pouvoir avoir d'enfant parce que tu n'as plus les sous pour le faire. Tu vois? Et ça, finalement, ça t'enfonce encore un peu plus, tu vois? C'est vraiment, ça te plombe, quoi. Et du coup, là, de devoir attendre 4 ou 5 mois juste pour refaire les fonds, parce que c'est dur, en fait, quand tu es en parcours de conception, de te dire que tu laisses passer des cycles où tu es fertile, mais tu sais pas dans 5 cycles si tu seras toujours aussi fertile, parce que oui, l'horloge biologique, elle tourne et que tu n'as plus 30 ans, quoi. Donc, tu as l'impression de perdre ton temps et... Enfin, t'as plein de choses qui te tournent dans la tête. Donc, du coup, on repart sur un 3e essai en se disant on va peut-être changer de ventre, quoi, clairement. Je sais même pas si Aude te dirait ça maintenant, je sais à ce souvenir-là, mais moi j'avais vraiment ça en tête. Ouais, on repart sur ce 3e essai. Alors, ce que j'ai pas précisé, c'est que sur le deuxième essai, enfin le deuxième premier essai plutôt, donc bref, sur le début du parcours pour mon deuxième enfant, en fait, ils m'ont arrêté la stimulation. Ils ont dit, vu votre première réaction, enfin vu la réaction que vous avez eue pour la grande, on va garantir l'ovulation. Donc en fait, ils m'ont donné 1/4 de comprimé de stimulation pour garantir qu'il y ait un follicule mature. Et du coup, au 3e essai où ça fonctionnait pas, j'étais mais pourquoi il ne me stimule pas en fait? Je comprends pas. Enfin, on voit bien que ça marche pas comme ça. Donc ça a marché une première fois en stimulant, stimulez-moi quoi. Et oui, voilà. Et du coup, j'en reparle avec l'obstétricien, le gynéco-obstétricien à ce moment-là. Il me dit non. Vous avez à chaque fois 2 follicules matures, il en suffit d'un. Il me dit c'est pas parce que vous avez 2 follicules matures que ça garantit la grossesse. Par contre, ça garantit la grossesse multiple. Ok,
Bon, alors on va en rester là. Effectivement, là, tu vois, déjà quand on a eu un premier, tu te dis les multiples. Non, peut-être pas. Hein. Finalement, un par un, c'est bien. Et donc, on fait ce troisième essai. Et troisième essai, j'ai un test positif qui revient au bout de 14 jours. Au bout de 12 même précisément, parce que j'avais plus trop la patience d'attendre. Avec un taux relativement élevé, mais sur le coup, on se dit que c'est normal. Tu sais, on oublie les 2 jours manquants. On se dit pas, il y a 2 jours de décalage par rapport à la précédente grossesse. Le taux était déjà 2 fois plus élevé. Voilà. On était trop contentes. Un test positif, c'était le 25 octobre, ça devait être mi-novembre, quoi. Et à ce moment-là, je me demande pas pourquoi, mais j'étais persuadée d'attendre des jumeaux. J'avais cette conviction-là. Et en même temps, l'idée de pouvoir avoir des multiples était complètement sortie de ma tête parce que il y avait que 2 follicules, donc il n'y a pas de question de grossesse multiple, quoi. On va faire en novembre une écho de datation pour vérifier que bébé va bien. Et bébé allait bien. Mais bébé n'était pas tout seul. Il y avait un coloc. Il y avait un coloc. Il n'y avait même pas qu'un coloc, il y avait 2 colocs. Non 2 colocs, et dont un que le gynéco n'a pas vu et que ma femme a vu. Énorme. Et donc j'ai dit à ma femme, arrête de déconner. Tu sais comment sont les échographies, en fonction de comment tu poses la sonde, tu vois plus, tu revois, tu vois plus. Et je lui dis, t'es pas gynéco, quoi. Laisse-le faire son boulot. C'est vrai, quoi. Merde. Non, mais c'est vrai. Chacun son métier, quoi. C'est un mec. Non, mais voilà. C'est forcément mieux. Et exactement. Il sait, quoi. C'est obligé. Et du coup, il repasse. Et là, il dit... Ah, tiens. Ah non, mais il y en a bien 3. Et là, tu vois, mais tout s'effondre. Parce que autant, tu vois, dans la parentalité, t'envisages les jumeaux. Tout le monde se dit, et si c'était des jumeaux, tu vois, ou soit l'espère, soit au contraire, espère que ce ne soit pas des jumeaux, tu vois. Mais les jumeaux, ça fait partie de la conscience collective. Ah ouais. Mais pas les triplés. Pas trop, non. Non. Les triplés, t'envisages pas. Même si tu fais un parcours PMA, ils font tout pour éviter l'hypermultiplicité, si on peut dire, les hypermultiples. Et ils te font même signer une décharge. En Belgique, ils nous ont fait signer une décharge par rapport à ça. En France, je sais qu'ils font très attention à ça et ils te le disent, on ne fait pas plus de 2 follicules pour éviter les hypermultiples. Mais en fait, ça garantit rien, en fait, parce que chaque ovocyte peut se diviser. Exactement. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc dans mes multiples, j'ai une paire de vraies jumelles et une fausse jumelle. Un modèle unique. Et donc, du coup, je suis partie avec 2 follicules matures. Ok. Et il y en a un qui s'est divisé en 2. Ok. Donc, sur tes triplés... J'ai 2 vraies jumelles. Donc, bon, pour le coup, on spoil. Ouais. Tu vas accoucher de triplés. Alors, c'est un spoil, mais en vrai, non. Enfin, oui, j'ai accouché de triplés, mais la France aurait voulu que j'accouche de jumeaux. Mais, du coup, sur tes triplés, il y a 2 vraies jumelles. Ouais. Et une qui est modèle solo, unique. quoi. Ouais. Ok, et donc elle ne ressemble pas. Enfin, Non, à part les traits de fratrie, quoi. voilà, exactement. Mais les 2 vraies jumelles sont des miroirs. Et le modèle unique ressemble vaguement nous ressemble, ça c'est certain. Mais elle n'a pas de traits de ses sœurs, quoi. C'est assez fou. Et même, elle a peut-être plus de traits de sa grande sœur, alors que... Oui, parce qu'on n'en a pas parlé de ça, mais il y a aussi le choix du donneur à faire. J'allais venir après. Et donc, elles n'ont pas le même donneur. C'est ouf. Et ok. Et donc ça va, ça, le choc. Alors, comment ça se passe avec Aude? Elle te dit pas putain merde. Alors non. Alors elle, tu vois, je pense que c'est ça qui fait la force de notre couple, c'est que autant moi je suis hyper rationnelle, hyper ancrée, et j'ai eu tout de suite conscience de la catastrophe que ça pouvait être potentiellement, parce que je sais que c'est des grossesses hyper compliquées, que voilà. Autant elle était, mais tu sais, ces papas qui sont je sais pas, galvanisés quand ils découvrent qu'ils vont avoir un enfant, et presque encore plus quand ils découvrent qu'ils vont avoir un fils. Mais elle était là, c'était l'hyperpuissance, quoi. On va avoir des triplés, et je vais avoir ma fratrie de 4, et c'est génial. Et elle était, mais aux anges, mais vraiment radieuse, tu vois, radieuse. Et moi, j'étais, mais il va falloir changer la voiture, faut changer la maison. Tu vois, on était complètement dans des schémas diamétralement opposés. Et heureusement qu'elle était là, parce qu'elle m'a permis quand même de savourer un peu ça, alors que moi, au départ, j'étais assez catastrophée, quoi. En même temps, rien dans la vie nous prépare à une grossesse non. de triplé, je pense, tu vois. Non, et puis, d'autant plus que vraiment, le corps humain n'est pas du tout fait pour ça. Donc, ah ouais, c'était compliqué. C'est très compliqué, les grossesses multiples. Et c'est pour ça que je te disais que la France aurait voulu que j'accouche de jumeaux. C'est parce qu'en fait, ils t'incitent très fortement à la réduction, voire
limite, ils te l'imposent. À la réduction. Ouais, la réduction embryonnaire, en fait, ça consiste à arrêter le cœur d'un des fœtus, puisque c'est au stade où ils sont fœtus, pour laisser la chance aux deux autres de... Ouais, en France, c'est à partir de 3 qui proposent ça. Aux deux autres de vivre une grossesse plus simple, même si ça reste compliqué. Les grossesses gémellaires, c'est toujours moins compliqué, moins risqué que les grossesses multiples, hypermultiples. Et donc, ils arrêtent le cœur d'un des bébés aux alentours des 14 semaines de grossesse. Et après, bon, t'accouches de cet enfant dont la grossesse a été arrêtée. C'est très compliqué, tu vois. En fait, quand tu connais pas, moi, quand on m'a dit, oui, on vous incite à faire une réduction, alors déjà, quand tu sors d'un parcours de PMA, où tu payes pour concevoir tes enfants, donc tu les désires plus, soyons clairs. Quand on te dit il va falloir en sacrifier un, parce que ça devient ça finalement, déjà le cheminement il est compliqué. Ouais. Il est très compliqué. Mais là on t'explique, on te donne des statistiques, on te dit oui, mais alors des triplés, ça veut dire il y a tel risque, tel risque, tel risque, il y a tant de pourcentage de décès maternel, fœtal, voilà. Il y a tant de pourcentage de handicap, il y a la prématurité ça entraîne ça. Donc là tu sais, tu commences à te dire bon, je vais être raisonnable en fait. Il faut que je sois raisonnable. Ok, moi je vais souffrir, mais en fait, moi je vais devoir faire le deuil de cet enfant, mais ma fille, elle ne devra pas faire le deuil ni de sa mère, ni de ses frères et sœurs. Donc, il vaut mieux ça, finalement. Donc tu raisonnes, tu te dis, ok, on va faire la réduction, puis après tu découvres ce que c'est que la réduction. Donc moi, on m'a dit, la réduction... au départ, je pensais que c'était bêtement, on enlève un embryon, tu vois. On le ponctionne, quoi, tu vois. C'est ça. En fait, non. Parce que la nature est normalement bien faite. Et souvent, dans le cas de grossesse hypermultiple, il y a au moins un des embryons qui s'éteint tout seul. D'accord. Voire plusieurs. Donc, il laisse la nature faire parce que le geste de la réduction, c'est pas rien non plus. Tu peux perdre ta grossesse puisque c'est un peu comme une amniosynthèse. Tu viens toucher à l'utérus. Il n'aime pas trop ça en général. Ouais. Du coup, à ce moment-là, en fait, il laisse faire jusqu'à 12 semaines. Et en gros, l'échographie des 12 semaines détermine quel est le fœtus qui est le plus faible en fait, qui est le moins viable. Et à ce moment-là, après le temps de programmer le geste, tout ça, ça fait entre 14 et 16 semaines. Donc là déjà tu découvres que tu attends des triplés, 2 jours après on te dit il va falloir faire une réduction, donc tu prends des décisions concernant tes enfants que tu n'as pas encore mais qui sont déjà tes enfants. Et des décisions qui sont lourdes pour tout le monde en fait, et qui pour toute la ne fratrie. consistent qu'en une réduction de risque, ça te garantit pas non plus. Ah non, tu vois, ça te garantit rien. Et ça te garantit même pas de tenir la grossesse tu peux la perdre sur ce geste. Exactement, en plus. Voilà. Après avoir fait un parcours de PMA. Tu vois. Ouais. Donc c'est... Qui a encore une fois, rappelons-le, un coût émotionnel et financier. Voilà, exactement. Putain, mais c'est les montagnes russes. C'est les montagnes russes. Et honnêtement, nous, on a eu la chance de savoir très tôt qu'on attendait des triplés, donc on a eu 1 mois pour réfléchir. Mais en même temps, c'est le mois du calvaire, parce que tu as 1 mois pour réfléchir. Donc 1 mois pour ruminer, cogiter, faire le deuil de cet enfant qui vit en toi. Même si ça reste un embryon à ce moment-là, toi, tu as tes espoirs dedans, quoi. Enfin, tu vois, c'est ta fratrie, quoi. Et nous, en fait, on a pris la décision. Enfin, Aude m'a laissé complètement maître de cette décision parce qu'elle m'a dit c'est ton corps, donc c'est toi qui prends la décision. Elle aurait accepté quelle que soit la décision, même si ça aurait été un deuil pour elle, clairement. Et donc, moi, j'avais dit on réduit. On réduit parce que j'ai failli perdre ma première, donc c'est clair que mon corps n'est pas fait pour tenir une grossesse, même gémellaire, ça va être compliqué, quoi. Et la veille, j'ai pas pu. J'ai dit non mais en fait il y a des triplés sur Terre, ça existe. Donc pourquoi est-ce que moi ça marcherait pas, quoi. Et donc on n'a pas réduit. Le jour de l'échographie, tous les bébés faisaient exactement le même poids, exactement la même taille, n'avaient aucun souci de santé ni de malformation, parce que ça aussi ça joue en fait dans le choix qu'ils font. Bien sûr. Et souvent en fait, comme la nature, enfin le corps humain n'est pas du tout fait pour concevoir 3 enfants en même temps, mais il y a souvent des malformations dans les grossesses hyper multiples. Donc du coup forcément le choix se fait relativement facilement finalement, tu vois. Et le gynéco ce jour-là nous a dit vous avez bien fait de prendre cette décision parce que j'aurais pas su choisir, j'aurais fait au pif. Okay. Et quand tu sais maintenant avec le recul qu'il y a 2 vraies jumelles, t'imagines le truc, enfin, le traumatisme, quoi, pour la jumelle restante, pour les enfants globalement restants dans la grossesse. C'est compliqué, hein. C'est assez dingue. Maintenant, quand on sait ce qu'on sait sur la vie fœtale, la vie in utero... Donc tout ça, c'est votre parcours de conception et de PMA. Donc on est en 2015 ? Non, 2015. Enfin, les enfants naissent en 2015, novembre 2014, et les enfants naissent en mai 2015, donc à 7 mois, tout pile de grossesse. Ok. Et elles vont très bien, toutes. Elles ont fait que 3 semaines de néonat, donc des warriors. Des warriors. Ouais. Elles tiennent de leur maman. Et du coup, de leur papa ?
Comment ça se passe, la sélection du donneur Ouais. de votre côté? C'est Alors, quoi, t'as un catalogue? Est-ce que c'est En vraiment comme... Voilà, d'accord. en Belgique. En fait, ça dépend des endroits, ça dépend de plein de critères. Nous, à l'époque, c'était hyper important pour nous que le donneur soit anonyme. En Belgique, à l'époque, tu avais le choix d'avoir un donneur anonyme ou ouvert. Ouvert, ça veut dire qu'au 18 ans de l'enfant peut demander à avoir accès au dossier du donneur et donc peut avoir soit ses critères physiques et quelques infos sur lui, soit carrément son identité. Nous, c'était compliqué en 2011, on ne savait pas quel droit pourrait un jour peut-être avoir Aude et on voulait surtout pas d'une troisième personne qui pourrait à un moment donné rentrer dans le couple, tu vois. Donc on a clairement confondu transmission du patrimoine génétique et parentalité, hein, c'est clair, mais à l'époque c'était tellement flou et on savait vraiment pas vers quoi on allait. On s'est dit non, on veut un donneur anonyme, on veut qu'il n'y ait aucun lien entre lui et notre enfant à quelque moment que ce soit. Maintenant je ferai un choix différent, mais à l'époque on a fait ce choix-là. Et dans la clinique où on était, on n'a eu aucun choix. À part le fait de dire qu'on voulait un donneur anonyme, eux, ils se sont soi-disant calés sur le phénotype de la deuxième maman, donc de Aude, qui est petite brune aux yeux bruns, enfin pas très grande, on va dire brune aux yeux bruns. Elle va me tuer si je dis ça. Et mes enfants sont blondes aux yeux bleus et plutôt relativement viking. je confirme. Donc elles sont plutôt calées sur mon phénotype et de toute manière en Belgique ils se servent dans une banque danoise, donc ouais, c'était assez couru, même si c'est un peu peut-être une idée reçue, mais bon, il y a quand même beaucoup de blonds aux yeux bleus au Danemark, quoi. Ouais, non, mais bien sûr, mais après, en plus, je m'autorise à penser, tu me dis si je me trompe, mais que malheureusement, déjà, tu es dans un parcours de PMA à l'étranger, finalement, peut-être que aussi on n'ose pas, peut-être que ça changerait aujourd'hui, mais peut-être qu'on n'ose pas non plus, tu vas être hyper exigeant sur, Non, mais complètement. tu vois, sur ce genre de truc. Ah, mais quoi. nous, on prenait ce qu'on nous donnait, en fait. On n'a même pas réfléchi et on était déjà hyper reconnaissante. Et il faut savoir qu'en Belgique, à l'époque, alors je crois que c'est toujours le cas maintenant, en fait, ils réservent les donneurs belges parce qu'ils en ont peu aux Belges. Et pour toutes les personnes qui viennent de l'étranger, ils se servent au Danemark parce qu'au Danemark, alors eux, ils te diraient que c'est parce qu'il y a des critères de sélection et de tests qui sont drastiques et que donc du coup, ils sont sûrs de la qualité du sperme et surtout de la transmission, enfin la non-transmission de maladies génétiques. En vrai, c'est parce qu'il manque de donneurs aussi et du coup, nous, alors honnêtement, nous... ça nous dérangeait absolument pas. L'endroit où ils se fournissaient, j'ai envie de te dire, à l'époque, on en avait, mais rien à faire. Hein. C'était déjà, ils nous faisaient l'honneur, entre guillemets, on avait une reconnaissance ultime de pouvoir avoir cet accès-là. Donc, on n'a pas cherché midi à 14h, quoi. Et donc, voilà, couple marié de femmes, Ouais. avec 4 enfants. Ouais. Et comment ça se passe, leur regard social sur cette parentalité, sur ces maternités, sur ce couple avec l'école, avec les institutions comment ça se passe un peu tout ça? Alors en fait, tant qu'on est avec notre grande, on a toujours, tu sais, on se disait, mais pour vivre heureux, vivons cachés. Donc, au niveau des gens que l'on côtoyait, évidemment, ils savaient que Juliette avait 2 mamans et c'était très important pour nous que Aude soit considérée au même titre que moi, tu vois. Donc là-dessus, franchement, en France, en 2012, même avant le vote de la loi, on a toujours eu une reconnaissance. Aude se serait présentée aux urgences avec Juliette. Ils auraient rien dit. Vraiment, enfin, tu vois, ils auraient validé. Bon, évidemment, il y aurait une opération vitale à faire. Je pense qu'ils auraient quand même demandé à Aude de m'appeler, tu vois. Mais pour te donner un ordre d'idée, à sa naissance, quand l'auxiliaire de puériculture a demandé quel nom on mettait sur le bracelet, on lui a expliqué que par défaut, elle devait mettre mon nom parce que Aude n'avait aucune reconnaissance. Et ben, sur le bracelet de naissance de Juliette, elle a mis nos 2 noms. Donc tu vois, et rien n'était légalisé. Alors évidemment, derrière sur le livret de famille, elle aurait voulu mettre nos 2 noms. Enfin, sur la déclaration de naissance, elle aurait voulu mettre nos 2 noms. On aurait dû lui dire ah non, là franchement, ça va être le bazar quoi. Surtout faites pas ça. Mais à ce moment-là, on n'a jamais rencontré de difficultés en fait. La société était prête bien avant les lois quoi. Vraiment bien avant. Ouais, parce que c'est souvent le cas. C'est exactement. Et par contre, une fois qu'on a eu les triplés, alors là, tu vois, c'est pas la même histoire. C'est-à-dire que autant quand tu te balades dans la rue avec un enfant unique, t'es 2 femmes, les gens ils pensent qu'il y a une maman et puis une copine quoi. Enfin, ils se posent même pas la question en fait. Tu vois, c'est. Ouais. Par contre, quand il y a des triplés, là les gens ils s'arrêtent. Ils t'arrêtent tout le temps. Et ils mettent les mains dans la poussette, machin. Et évidemment, la question c'est naturel. Ouais, c'est pas chimique a priori. mais vous les avez fait comment ces enfants?
C'est des bébés couettes. Voilà. C'est des bébés couettes. Donc là, tu commences à devoir expliquer. Et puis du coup, mais c'est qui la maman? Quelle horreur. Alors, qui est la maman? Nous deux. Ah bon? Mais qui les a portés? C'est moi, mais ma femme aussi est la maman. Il y a des gens qui sont capables d'arrêter Aude et qui regardent les enfants, qui regardent Aude et qui lui disent dis donc, le papa, il doit avoir les yeux sacrément bleus quand même. Hein. Et là, Aude, en général, répond aucune idée, il n'y a pas de père. Alors, je te dis pas la tête des gens. Oh là là. Et donc, du coup, forcément, en fait, comme tu es arrêté du fait que ce sont des triplés et que les gens, ça attire et ça intéresse, tu fais de la pédagogie. Et en fait, finalement, c'est pas plus mal. Parce que c'est comme ça qu'on véhicule, en fait. C'est comme ça qu'on véhicule le fait que nos familles, elles existent et qu'elles sont heureuses et qu'elles sont comme toutes les autres familles et que nos enfants vont bien. Et en même temps, très bien, beau placement de podcast. Et justement, est-ce que c'est pas dur quand même cette pédagogie, si tu veux? C'est que parce qu'il y a la pédagogie, on va venir juste après, mais il y a déjà de la pédagogie, peut-être des pratiques parentales qui peu importe pour le coup la typologie de famille qui peut être lourde, tu vois, quand je dis ça, exactement ce que je veux dire, c'est à partir du moment où tu vas commencer à faire l'éducation bienveillante, choses comme ça, qui sortent un petit peu des pratiques sociales, c'est déjà lourd. Mais alors en plus, vous avez toute une pédagogie à faire, déjà aussi, mais même pas choisi, parce que vous avez pas le choix. Les gens, comme tu viens de le dire, s'invitent dans la poussette, posent des questions quand même. Enfin, moi, si tu veux, quand tu me dis qui est la maman, ce que j'entends, tout de suite, je pense à mes amis en couple gay homme, à qui on dit qui c'est qui fait la femme, tu vois. C'est exactement ça. Tu vois, pour moi, c'est du même niveau, quoi. Donc, c'est quand même extrêmement intrusif, maladroit, et je doute pas qu'il y a sûrement des bonnes intentions derrière, mais merde, quoi. C'est ça. Et donc il y a ça, et cette énergie, vous l'avez tout le temps. Enfin, à un moment, vous avez jamais envoyé chier quelqu'un en disant quand même. Non, alors en fait, ça dépend. Mais tu vois, il y a des gens, mais c'est comme dans la vie pour tout, en fait. Comme sur Instagram, j'ai envie de te dire, il y a des gens qui vont arriver et qui vont avoir de la délicatesse, de la gentillesse, même un bonjour, tu vois. Et puis il y a des gens qui vont te poser une question, tu les connais pas, ni bonjour, ni rien. Et il y a des fois, surtout quand tu as des triplés et que tu es fatigué, tu as juste envie de les envoyer balader. Sauf que nous, on peut pas faire ça. Nous, on peut pas faire ça parce qu'on donne des munitions à des gens qui, globalement, ne sont pas forcément tous très ouverts à nos parentalités. Donc, on se doit pour nos enfants. Alors déjà, on se doit pour nos enfants d'assumer nos familles pour que eux se sentent bien dans nos familles. Tu vois, c'est hyper important qu'on s'assume. Sinon, on s'assume pas. Eux, ils pourront pas s'assumer. Tu vois, parce que eux, finalement, ils subissent un choix que nous, on a fait. Mais c'est pas eux qui ont fait ce choix-là de vivre dans une famille homoparentale. Donc, clairement, on doit leur faciliter les choses. Donc cette pédagogie, on doit l'avoir en permanence. Et oui, il y a des jours où c'est lourd. Il y a des jours où tu as juste envie de dire mais c'est bon, oui, c'est des triplés, ça se voit. Non, c'est des jumelles, mais j'en ai pris une au voisin, quoi. Donc des fois, t'as envie de qu'on te foute la paix, en fait. Mais finalement, c'est important de le faire, on en a conscience et on prend sur nous pour nos enfants. Après, il y a autre chose aussi, c'est que, tu vois, c'est ce que je te disais, tu dois faire de la pédagogie, mais tu as aussi une espèce d'injonction, enfin des espèces d'injonctions à la perfection qu'on se met nous, mais que toute la société nous fait peser dessus aussi, parce que s'il arrive quelque chose à nos enfants, quoi que ce soit, tu vois, c'est un peu comme le coup des pizzas Buitoni où la mère n'avait pas donné une pizza à son enfant à 4 ans, mais qui donne pas une pizza à son enfant à 4 ans? Je recontextualise un petit peu l'histoire. Au moment où on enregistre cet épisode, on est le 30 mai 2022. Et en fait, quelques semaines avant, il y a eu un scandale d'enfants, enfin en tout cas de pizza qui était pas bonne à la consommation et où il y a eu d'ailleurs des cas de mort. Oui, tout à fait. Et en fait, on a sur les réseaux sociaux notamment et dans les médias, au lieu de reconnaître un problème de malbouffe et globalement de production de mauvaise bouffe en France, industrielle, on a tout de suite incriminé les mères en disant oh mon Dieu, mais c'est quoi ces mères qui font pas des pizzas maison, machin. Soit dit en passant, on oublie quand même que dans la plupart des cas, ses parents ont un père. Exactement. Qui lui aussi peut donner des pizzas. Hein. C'est ça, ça se trouve c'est le père qui a donné la pizza. C'est le père, hein. On sait pas. donc voilà, pour contextualiser l'histoire Buitoni que Constance vient de citer. Voilà, exactement. Et nous, on a un peu cette injonction-là aussi, parce qu'en fait, c'est pas un peu, c'est que systématiquement, s'il arrive quoi que ce soit à nos enfants, ou s'ils ne sont pas équilibrés, ou si, peu importe, tu vois, ça va être à cause de notre homoparentalité.
clairement. Et c'est la première chose qui va être pointée. Plutôt que d'aller chercher peut-être autre chose, c'est ça qui va être montré du doigt. Donc, on se doit vraiment de... Je sais pas, on a un niveau supérieur en fait d'obligation par rapport à nos enfants et ça aide pas dans la parentalité. Particulièrement quand tu essayes de mettre en place une parentalité positive et que ça reste quand même compliqué au quotidien, surtout avec 4 enfants. Et ben cette injonction-là en plus, ça t'en rajoute sur les épaules, quoi. Et ça, c'est quelque chose que tu vis comment ? Mieux maintenant, parce que j'en ai pris conscience. Parce que j'ai compris que je faisais de mon mieux et qu'a priori mes enfants... vont bien, je sais, ça fait 15 fois que je le dis. Et qu'a priori, ouais, elles ont l'air heureuses, elles n'ont pas l'air de mal vivre globalement leur situation familiale. Mais on est hyper attentive à ça parce qu'au-delà de devoir rendre des comptes à la société, on doit d'abord en rendre à nos enfants. Et on a bien conscience qu'elles subissent une situation, donc on est hyper attentive à ce que tout aille bien. Donc on est... à l'école, tu vois, on est hyper vigilante à ce qu'il n'y ait pas à ce que le moindre problème potentiel ou détection de petits harcèlements ou petites moqueries, tu vois, on va essayer de déverrouiller tout de suite la situation. On est très en lien avec la directrice d'école et les maîtresses pour expliquer, pour pareil, toujours faire de la pédagogie parce que pareil, ils connaissent pas forcément. Et on est vraiment tout le temps dans la vigilance. Et tu vois, cette hyper-vigilance dont on parle pour les nouvelles mères, en fait, nous, on l'a tout le temps. Pour d'autres choses, mais on l'a. C'est quoi un petit peu les stéréotypes qui viennent se coller ? Là, tu vois, quand tu me dis ça, moi, ce que j'imagine, c'est, je sais pas, c'est ta fille, une de tes filles, a ce qu'on va appeler une tempête émotionnelle, d'autres vont identifier comme un caprice. Est-ce que, pour le coup, on va vous dire, forcément, elle n'a pas de père à la maison, donc il n'y a pas d'autorité, quoi. Ça pourrait être tout à fait ça, effectivement. Ouais, c'est exactement ce genre de réflexion. Enfin, il manque un père ou il manque... il leur manque quelque chose, tu vois. Et souvent... le plus gros cliché, mais vraiment le gros cliché, c'est que les enfants d'homosexuels sont homosexuels. Tu vois, tu fais des homosexuels, tu conçois des homosexuels, t'imagines la déviance dans la société, alors qu'en fait, c'est la vraie vie, c'est pas ce qui se vérifie dans la vraie vie. Enfin, tu vois, sinon, ça voudrait peut-être dire que mes parents sont homosexuels. Il va falloir que je creuse. Tu vois, non, mais il y a aucun lien. Et ce genre de réflexion, t'en as tout le temps. Et effectivement, le gros logo, enfin le gros slogan de la Manif pour tous, c'était pas de PMA sans père. En fait, si, ça marche. Je veux dire, les enfants, et il est prouvé que les enfants qui vivent dans des familles homoparentales vont très souvent mieux que des enfants qui vivent dans certaines familles. De toute façon, aujourd'hui, c'est prouvé, c'est démontré. Même la psychanalyse est d'accord là-dessus, que le sujet, c'est pas le sexe. Non, des parents, non. C'est le fait de donner des soins et de l'amour, et le fait d'être en phase. Exactement. Il y a un vrai sujet de phase avec l'autre parent. Ouais. Et c'est tout. Ouais, c'est ça. Et une fois qu'on a cette base-là, pour que les enfants aillent bien, il faut des parents qui aillent bien. Mais c'est ça. Donc à partir du moment où les parents vont bien, les enfants vont bien. Voilà. on voulait le placer une dernière fois. Merci beaucoup, Constance, pour ce petit récit. Je pense qu'il y a quelques points qui mériteraient peut-être qu'on se pense sur une histoire de parents. Donc, avec grand plaisir. On verra avec Aude si elle est d'accord. On va faire ça. Et peut-être qu'il y aura un retour là-dessus. Merci beaucoup pour ton histoire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.